Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal. Je suis accompagné de Guy Barrette. Hey, salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Guy, t'es arrivé aujourd'hui pour enregistrer avec, pas des béquilles, mais une canne. Ben oui. Puis en plus, tu t'es blessé au visage, en tout cas. Ah, il y a toute une aventure. Après le dernier enregistrement du talk show avec Jean-Marc Henneman, les trottoirs étaient glissants, j'ai perdu pied, foulé une cheville, pété la face sur le trottoir, brisé les lunettes, amoché le visage, la totale, quoi. Ben oui. Ouais. Je sais que, en tout cas, tu me montrais, dans les jours qui suivent, quand je t'ai vu, j'ai fait comme, oh my god, on dirait que t'avais rencontré un fier à bras. Ouais. Puis en fait, ma conjointe sort de ce photo-là maintenant pour intimider ses collègues de travail, leur disant, si vous m'écoutez pas, alors voici ce qui va vous arriver. Mais bon, finalement, c'est une bonne foulure, avec tout ce qui vient avec ça. On va finir, ça va finir par se replacer. Guy, tu commences un nouveau contrat, là, toi? Ben oui. En fait, j'ai terminé, moi, la plupart de mes mandats à la fin de l'année dernière, à la fin de l'année 2007. Mon Dieu, ouais, c'est ça, on est en 2008, hein? Encore, ouais. Dernière nouvelle. Aux dernières nouvelles, ouais. Et puis, j'ai fait un peu de formation entre-temps. Dernièrement, en fait, la semaine dernière, j'ai donné une formation sur, c'était une formation, une vue d'ensemble de la plateforme .net. Et puis, je commence un nouveau mandat lundi prochain, donc j'ai bien hâte pour plusieurs mois. Écoute, on est avec Étienne Tremblay, un habitué. Ouais. Même co-animateur, une de reprise, je pense. J'ai tout fait sauf être l'animateur, je pense, dans cette émission-là. Ça va arriver un jour. Je suis sûr qu'à un peut-être. moment donné, moi, je pourrais pas être présent, puis je pourrais vous en donner à cœur joie. Ouais. Bon, Étienne, tu connais la formule. On commence par ta biographie. Toujours chez EDS. Toujours chez EDS. Même, Ça fait 16 ans déjà. 16 ans, en janvier cette année, ça a fait 16 ans. même que on est dans les bureaux d'EDS pour enregistrer aujourd'hui. On a laissé nos bureaux du crime pour une fois. Team System MVP. Toujours, la 3e fois. Hey, c'est pas pire, à 3 ans déjà, ça va vite. 3 ans déjà, ça va extrêmement vite. Le produit est en circulation depuis presque 4 ans. Depuis le Alpha 1 qui a annoncé en 2004, je pense. Fait que c'est presque 4 ans déjà que je bidule avec ce produit-là. Donc, c'est long. Conférencier reconnu à Montréal, en tout cas, puis plus que Montréal, parce que tu fais des conférences comme DevTeach, on te voit souvent au groupe utilisateur. Ouais, j'ai fait DevTeach à Montréal, j'ai fait DevTeach à Vancouver. En plus de DevTeach Toronto, je vais aller au launch en février, donc le 27 février. Donc ça, c'est le gros lancement à Toronto de Visual Studio 2008, Windows Server 2008, puis SQL Server 2008. Effectivement. Et puis, ils m'ont appris la semaine passée, c'est un peu... j'ai été pris de court, mais je vais aller sur stage, mais pas le stage principal où il y aura tout le monde, mais un stage à côté où il y a juste les médias. Et puis, je vais être avec le président de Microsoft Canada, le COO, donc Chief Operation Officer de Microsoft Corp, ainsi que 2 autres clients, 2 autres partenaires de Microsoft, la Banque Royale, je pense, puis un autre qui va représenter SQL. Puis moi, je suis l'expert Visual Studio. Et puis, il va y avoir à peu près une cinquantaine de médias qui vont être là. Puis, il y a des questions préfab là, qui vont nous poser. Puis après ça, il y a des entrevues là, avec les médias en question. Wow, belle expérience. Ouais, ça promet d'être bien stressant comme d'habitude. Vous me connaissez les gars, j'aime bien ça faire des affaires de même. Puis, je stresse jusqu'au moment où il faut le faire. Donc, vous allez en entendre parler. On a entendu parler il y a quoi, une semaine ou deux, que tu t'es retrouvé à aller justement à Toronto pour être filmé.
Absolument, ça faisait partie justement de cette campagne-là. Je vais être, si vous faites le tour vous allez à Montréal par exemple, tout ça. Je sais pas s'ils vont le montrer à Montréal par exemple, mais il y a toujours ce qu'ils appellent un sizzle reel, c'est-à-dire une petite bande-annonce avec leur partenaire préféré qui dit on aime beaucoup vos produits, tout ça. Puis ils m'ont fait dire une belle ligne de marketing que comme vous me connaissez les gars, je dirais jamais ça dans toute ma vie dans une conversation, mais mais a fallu que je la dise pour la sizzle reel justement, donc ça va être intéressant à voir. Puis j'ai reparlé avec la firme qui a fait l'enregistrement, puis ils ont dit qu'ils en ont enregistré les 10 autres parce qu'il y avait 10 personnes sur cette reel là, puis il dit que la madame m'a dit que j'avais été le meilleur. Fait que wow. Donc tu pourrais t'en aller dans le marketing. peut-être ben. Donc de évolution de développeur à marketeur. Je pense pas. non. Pas. Donc, ce soir, on va parler de les 10 nouveautés dans TFS qui sont démoables, en fait, parce que c'est surtout... il y en a beaucoup plus que 10, là, mais ça, c'est la présentation que j'ai faite à DevTeach Vancouver, entre autres. Et puis, on va parler un peu là, des nouveautés qui sont assez notables dans Team System, c'est-à-dire il y a des nouveautés clients et des nouveautés serveurs. Puis c'est un peu un amalgame de tout ça, là. On parle de la nouvelle version 2008, on s'entend. Évidemment. Donc, c'est d'après toi, c'est les principales nouveautés, les 10 nouveautés les plus marquantes, finalement. Qui sont notables, que le monde va remarquer ou qui vont être utilisables, là, tu sais, out of the box, là, tu sais, que le monde va remarquer. Ben écoute, on fait la pause, puis au retour, on en discute. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies.net de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. On commence par quelle nouveauté, Étienne? Bon, ben on va aller comme un countdown à la David Letterman. On va commencer par le numéro 10 en s'en allant vers le numéro 1. Donc, la première nouveauté qui est assez notable pour nos amis de Visual Source Safe, c'est Get Latest on Checkout. Donc, si on utilise Source Safe actuellement, donc c'est un des comportements que VSS nous donne, ok. Et puis, essentiellement, pour comprendre la chose, je vais vous mentionner comment ça fonctionne dans TFS en 2005, puis comment que ça va fonctionner avec ça si on utilise cette feature-là. Dans Team Foundation Server 2005, le workflow qu'on utilise pour faire pour travailler sur les fichiers, essentiellement, c'est que on choisit donc, on crée un workspace, on choisit les fichiers qu'on a besoin, on fait un get latest. Ensuite, on travaille sur les fichiers en question. Si on modifie un fichier dans ces conditions-là, le serveur automatiquement nous met le fichier sur lequel on commence à éditer en checkout. OK? Puis le checkout, essentiellement, dans TFS, c'est que ça marque le fichier read-write dans le workspace sur le serveur. OK? Donc, il n'y a pas rien qui arrive, c'est juste tout d'un coup, le fichier est rendu read-write. Il est marqué comme read-write et check-out sur le serveur. Et puis, on travaille. Tous nos fichiers sont dans l'état où est-ce qu'ils étaient. Aussitôt qu'on commence à écrire, on modifie ce fichier-là. Quand on compile, tout va bien. C'est merveilleux. Et puis, quand on veut faire un check-in, la meilleure pratique, c'est de faire un get latest. Et puis là, voir s'il y a du monde qui ont modifié nos fichiers. S'occuper des merges en question. Quand tous nos merges sont prêts, on fait un check-in. Donc, ça, c'est la façon qu'on devrait le faire dans 2005. En 2008, ça marche de la même façon. À moins qu'on allume cette feature-là qui est Get Latest on Checkout. Ce qui arrive avec ça, c'est que essentiellement, quand on va commencer à écrire ou on va faire un checkout sur un fichier dans notre workspace, automatiquement le fichier et celui qui est sur le serveur, s'il a été modifié, est amené dans notre workspace. Donc il y a un Get Latest à ce moment-là. Il y a un Get Latest à ce moment-là. Ce qui arrive, c'est que ça met notre workspace dans un état pas correct. Essentiellement, on a un fichier qui est neuf. Mais si ce fichier-là dépend de d'autres fichiers dans notre solution, ces autres fichiers-là ils n'ont pas été téléchargés. Il a été cherché seulement le fichier qu'on a fait un checkout dessus. Même chose si on travaillerait avec VSS. Même chose avec VSS. Même comportement. Là. Donc, dans VSS, qu'est-ce que le monde font en général?
Avant de commencer à travailler, ils font un get latest. De la solution complète. De tout. OK. OK? Là, ils commencent à travailler. Là, ils vont le lendemain, ils commencent à travailler le matin, ils font un get latest. Donc, ils s'occupent essentiellement des cas problèmes, donc des merges, tout ça, à toutes les fois qu'ils commencent à travailler. OK? Versus prendre une solution, avoir un état qui marche, travailler dessus, s'assurer que tout notre état fonctionne, ce qu'on veut faire, puis là, amener les changements des autres. OK? Donc, ça, c'est pour moi, c'est une nouvelle feature, on en parle, mais c'est pas une feature que j'aime beaucoup, puis que, en général, je vais turn it off. Parce que tu peux le mettre on au niveau du projet, donc tout le monde dans le projet, ou au niveau de ta version à toi de Visual Studio. Donc, tu as deux manières de le setter. Ouais, parce que c'est un aspect qui est, je pense que c'est le premier choc là quand les gens sont habitués avec VSS, avec Visual Source Safe. Le premier choc, c'est avec Team puis TFS 2005, c'est de voir que quand on va chercher, quand on édite une classe, un document ou quoi que ce soit, il n'y a pas un get latest qui est fait. Effectivement. Donc, j'imagine, il y a eu des demandes, Microsoft a eu beaucoup de demandes. C'était la feature la plus demandée côté version control, c'était de rajouter ce feature-là. Moi, je sais que pour avoir travaillé avec des gens qui migraient justement de SourceSafe vers TFS, moi, ce qui me frappait, c'est comment les gens étaient peu familiers avec le concept de workspace. Effectivement. Parce que VSS n'a pas vraiment ça. Donc là, faut que tu les expliques que tu as un workspace, donc un espace de travail local pour toi, privé. Et l'autre chose qui bousillait tout pour les gens, c'est que tu peux pas faire des changements locaux comme ça, puis après ça, essayer de resynchroniser ça avec le serveur si le serveur est pas au courant. Faut toujours que tu passes par le serveur pour dire « Je veux faire un check-out de ce fichier-là ». Les gens avaient l'habitude avec VSS de faire toutes des mauvaises pratiques quand tu la couverture. Ah, mais là, je vais aller changer mon fichier en arrière, puis quand je vais resynchroniser, c'est pas grave, le serveur se plaindra pas. Avec TFS, ça marche pas comme ça, puis là, les gens se mettent les deux pieds dans les plats. Puis après ça, souvent, ils vont finger-pointer, si je peux prendre ce terme anglais-là. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah, c'est la faute de TFS. » Exactement. Quand, tout simplement, ils n'utilisent pas le produit comme il a été pensé, parce que les gens sont peu familiers avec les bonnes pratiques de gestion de code source. Et puis, il y a beaucoup des autres, on peut parler de Subversion ou tous les autres, tous ces autres produits-là utilisent la même façon que TFS utilise. C'est juste que en général, le monde utilisait VSS, puis comme tu dis, il allait en dessous, puis il éditait le fichier, il disait « Ah, ça, c'est plus read-write, c'est plus read-only, c'est read-write. » Puis là, à ce moment-là, il allait sur le serveur, « Get latest », là, ça disait « Il est writable, tu veux-tu le checker out? » Puis « Oui, mais garde ma version, celle qui est dans mon workspace. » Puis en tout cas, tu sais, puis là, des fois même, tu faisais une copie locale avant de faire un get latest, juste t'assurer que ça écrase pas qu'est-ce que tu avais fait. Donc, tout ça donnait des mauvaises pratiques, exactement. Donc, si je comprends bien, c'est disponible maintenant dans 2008. Donc, on peut faire un get latest en edit. Là. Oui, en check-out. Sauf que tu recommandes pas de le faire. La bonne pratique, d'après toi, ça serait de rester comme le comportement qu'on a en 2005. Oui, absolument. Puis, par défaut, tant mieux, c'est pas allumé, là. Okay. C'est un feature qui est là. Si vous voulez l'avoir, vous pouvez le mettre, mais par défaut, c'est pas allumé. Donc, si déjà, faut entraîner nos équipes à travailler de la bonne façon. Puis si on a déjà fait un bon bout de chemin dans ce chose-là, si cette feature-là était on quand tu installais 2008, là, tout d'un coup, il y a toutes sortes de choses qui se passeraient que le monde ne sont pas habitués puis ils veulent pas voir. L'autre chose qui est un peu tannante, c'est que quand tu édites un fichier qui a été modifié, automatiquement, donc, il fait un get latest, il fait un checkout, puis il y a une boîte qui apparaît dans l'écran qui dit « Le fichier est nouveau sur le serveur, on t'a amené une nouvelle version. OK, aide. » À chaque fois. Donc, tu es obligé de peser OK, t'as pas un bouton qui dit « Je veux plus voir ce dialogue-là, je le sais, merci. » Il y a tout le temps ce dialogue-là qui t'apparaît dans le visage. C'est très, très annoying. Donc, c'est peut-être une bonne chose, ça soit... Il a peut-être fait ça exprès pour justement pas que le monde l'utilise, ouais. Ben, moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui font un vrai gestion de code source, comme TFS. Ils veulent pas hériter du patrimoine de VSS qui est pas bon. Puis là, souvent, le marketing ou les clients les forcent à faire des features que les gens veulent pas faire parce qu'ils savent que c'est pas une bonne pratique. Ils ont coupé la poire en deux. C'est-à-dire, on va le faire feature, mais on va mettre un beau dialogue qui va faire que les gens vont se tanner de l'utiliser. Effectivement. Donc, ça, c'est le numéro 10. Le numéro 10. Le numéro 9, ça s'appelle Folder Diff. Essentiellement, c'est un feature qui était dans le Power Tool pour 2005 et puis le TFS Power Tool pour Visual Studio 2005. Et puis, ce feature-là a été ajouté au produit.
Donc maintenant, c'est out of the box, ça vient avec toutes les éditions Team. En fait, ça vient avec Team Explorer. Donc, juste pour expliquer brièvement le Power Tool, c'était quoi le concept? Le Power Tool, c'est Microsoft, évidemment, comme tout bon producteur de produits, fait une version, la version 2005. Et puis, entre la version 2005 puis la version 2008, on voit bien qu'il y a eu presque 4 ans de travail. Donc, ces 4 années-là, il y a des choses qui arrivent entre-temps. Le monde demande des choses, il y a des développeurs qui trouvent des nouvelles bébelles puis ils disent « Ah, ça c'est cool, on va le mettre dans le produit. » Et puis, ils peuvent pas le mettre dans le produit, évidemment, parce que le produit est shippé. Ou il y a des demandes des clients, exactement, ou des utilisateurs. Donc, ils font ce qu'ils appellent des out-of-band features, qui sont des Power Tools dans ce cas-là. Okay? Donc, il y avait plusieurs features qui étaient dans le Power Tool 2005. Il y en a 2, en fait, le 9e puis le 8e qu'on va parler tantôt. Ces 2-là ont été ajoutés directement à Team Explorer, qui est l'interface, si vous voulez, entre Visual Studio et Team Foundation Server. Donc, ce qui a été rajouté dans les Power Tools pour 2005 a été intégré dans 2008. Dans 2008, c'est ça. Okay. Donc, la version, le numéro 9, c'était Folder Diff. Et essentiellement, ce que ça fait, c'est que on va dans Source Control, on choisit un workspace, on va sur un répertoire, peu importe dans notre projet, dans Source Control, on fait bouton droit puis on choisit Folder Diff. Et puis, ça fait essentiellement une différence entre qu'est-ce qu'il y a sur le disque et qu'est-ce qu'il y a sur le workspace. Parce que, évidemment, on peut avoir ajouté des fichiers dans notre workspace, on peut avoir fait plein de choses qui sont pas nécessairement reflétées sur le serveur. Donc, avec Folder Diff, on est capable, par exemple, de dire « Ah, on a 3 fichiers qui sont là, mais qui sont pas dans notre workspace. On va faire juste right-click, add. » Ou on a des fichiers dans notre workspace qui sont plus dans sur notre disque dur. Donc, peut-être qu'il faudrait aller les chercher. Donc, on peut faire toutes les opérations pour synchroniser, si vous voulez, le workspace puis le disque à travers ce dialogue-là. OK, cool. 8e, c'est Annotate. Annotate, c'est le nom politically correct d'un feature qui s'appelle Blame dans d'autres utilisations, dans d'autres produits comme Subversion, par exemple. Donc, si je veux blâmer un de mes collègues développeurs, je peux utiliser ce feature-là? Exactement. Et l'idée, c'est que évidemment, quand on travaille sur des fichiers, il y a beaucoup de changements qui arrivent dans un fichier en particulier, ou en tout cas dans tous les fichiers, il y en a beaucoup. Et puis, par exemple, si à chaque fois qu'on fait un check-in, ça crée un change set, donc une opération atomique que tous nos documents qu'on a changés dans notre check-in est attaché à ce change set-là. Et puis, essentiellement, avec cette feature-là, ça met une marge à gauche qui met en couleur essentiellement toutes les change sets. Donc, tu as 3 lignes de code qui ont été changées dans ce change set là. Dans l'original, c'est toute la longueur, etc. Et puis, ce qui arrive, c'est que souvent, on peut avoir un build qui va briser, puis on a besoin de savoir c'est quoi le dernier changement. Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que le build a brisé? Puis avec ce feature-là, on est capable d'aller voir c'est quoi le dernier change set qui a eu lieu, puis c'est quoi les changements qu'il y a eu dans le code. Puis c'est facilement, là, c'est vraiment en couleur, on peut voir exactement c'est quoi les lignes de code qui ont été modifiées, puis ça nous permet là, de blâmer quelqu'un pour dire c'est toi qui as brisé le build avec ton dernier changement. Maintenant, c'est plus facile de retrouver les lignes de code dans un change set. Ouais, dans chaque fichier, c'est visuellement facile de voir qu'est-ce qui a été changé dans un change set en particulier, dans ce fichier-là en particulier. Et puis, c'est ça. Donc, Annotate, en fait, c'est juste un beau mot pour dire des annotations. Là, ça nous dit c'est quoi les lignes qui ont été. Ça aussi, c'est dans Team Explorer qui s'est ajouté. Ça, c'était d'ajouter dans Team Explorer, effectivement. Quand on va dans la portion Source Control, là. Okay. Est-ce qu'on doit faire quelque chose pour activer la fonction Annotate? On choisit un fichier, on fait bouton droit, puis on choisit Annotate. Okay. C'est dans le menu, puis il va ouvrir le fichier, mais avec cette annotation-là sur les côtés. Donc là, on vient de faire 10, 9, 8, 7e. Le 7e, c'est un petit feature. C'est juste parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile à faire des démos avec ça, qui a d'ailleurs pas marché au user group, le démo, puis je sais pourquoi ça a pas marché. Quand il est trop tard. Non, je le sais. Mais je veux juste vous dire pour ceux qui veulent s'en servir, parce que ça va vous arriver possiblement, quand on met nos laptops en sleep, puis on les remet, il y a des affaires qui arrivent sur le GDI et tout ça qui se récitent pas comme il faut, puis essentiellement ils voulaient pas dessiner là. Comme il marchait la feature, on les voyait les chiffres en bas, mais les graphiques se faisaient pas parce qu'ils se dessinaient pas. Mais en fait, quand j'ai rebooté mon ordi, puis je l'ai roulé, il marchait.
Fait que c'est une question là, de GDI qui est mal faite après un resume d'un sleep. Là. Mais essentiellement, ce que ça fait, c'est que ça, quand on fait un load test, donc on fait le petit wizard, on se crée un load test, on roule notre load test, et puis on a maintenant un panneau de quatre vues différentes avec des features en question qui nous intéresseraient, là, donc les pages par seconde, les ci, les ça. Là. Donc, au lieu qu'avant, on avait une vue avec toutes nos choses dedans, maintenant, on peut se faire des mini-vues, si on veut, je veux juste voir ces 3 graphiques-là dans cette vue-là, puis je veux juste voir. Donc, ça nous permet un peu de setter notre dashboard de la manière qu'on a besoin de le setter. Là. OK, ça, c'est au niveau des load tests? Ouais, les load tests. OK, donc des tests de montée en charge. Donc, si je comprends bien, c'est qu'au lieu d'avoir un seul graphique avec toutes les informations à l'intérieur, c'est qu'on peut avoir une espèce de mini dashboard, puis on peut choisir les données qu'on affiche. Exactement. Puis on peut avoir plusieurs graphiques. 4 graphiques. On peut avoir jusqu'à 4. Donc, on peut décider qu'on en veut 3, on en veut 2, tout ça. Donc, il y a un petit menu déroulant, là, puis dans le menu, on a là, comme toutes là, les... on peut en avoir 4 un à côté de l'autre, 4 en carré à la window, 2 en haut, 1 en bas, là, peu importe, là, un peu comment que... Puis, dans chacun de ces graphiques-là, on peut choisir les données qu'on veut afficher. Ouais, donc, les perf counters, ou le nombre de pages à seconde, tout ça, là. Les choses qu'on collecte, en fait, là, qui est encore à gauche, on a une espèce de tree view avec toutes les performance counters qu'on a, tout ça, puis on peut draguer, là, celui-là, je le veux sur ce graphique-là, celui-là, je le veux sur ce graphique-là. Donc, l'avantage, c'est que c'est plus, au lieu d'avoir une série de données qui sont difficiles à lire dans un seul graphique, là, on peut les séparer en 4, jusqu'à 4 graphiques séparés. Exactement. OK. Donc, Prochaine fonctionnalité. Le numéro 6, c'est Performance Hotpath et Performance Report Compare. Donc, c'est un peu mixé ensemble parce que on parle de performance. On parle de performance. Donc, si vous avez utilisé les Performance Tools dans Visual Studio 2005, sont extrêmement difficiles à trouver. Ils sont en dessous de Tools, Performance Tools, puis là, on a le Performance Wizard. Donc, en dessous de Tools, c'est comme si c'était une affaire qu'ils ont rajouté en deuxième lieu, là. Maintenant, il y a un nouveau menu Analyze dans Team Suite, ou en tout cas dans toute la série Team là, de 2008, et puis ça s'appelle Analyze, puis dans ce menu-là, on a maintenant en premier lieu, on a Performance Tools. Donc, on peut faire le Performance Wizard, tout ça. Essentiellement, c'est la même chose qu'avant. On crée il y a un petit wizard qui nous dit ce qu'on veut du sampling ou de l'instrumentation. Puis pour nos auditeurs, on peut dire, bon, le sampling, c'est à toutes les X nombre de millisecondes, il prend un snapshot de l'application. Donc, toutes les variables où est-ce qu'ils sont, tout ça. Donc, c'est non intrusif. Parce que il y a rien qui est rajouté, c'est juste il y a comme une photo, un snapshot dans le fond qui est pris à toutes les X millisecondes. Et puis instrumentation qui est différent, c'est que on injecte du code dans notre application. Donc début, il y a comme c'est comme quand on fait des tests nous autres mêmes, puis on dit on met un tick count au début puis un tick count à la fin, puis on dit c'est quoi un moins l'autre, puis ça nous dit la différence. Bon essentiellement le performance tool, c'est ça qu'il fait. Il rajoute il injecte des petits bouts de code pour calculer tout comment ça prend le temps à faire donc toutes les choses. Et puis essentiellement on roule ça. Et puis si on choisit le call tree, après qu'on a un rapport là, on a plusieurs rapports qu'on peut regarder. Un de ces rapports-là, c'est le call tree. Puis si on regarde là, on a un nouveau petit icône dans notre barre qui s'appelle le Performance Hotpath. Et essentiellement, le Hotpath, c'est où qu'on a des problèmes. C'est où que c'est chaud, là, où ça prend bien du temps, où est-ce que par rapport à toutes les autres données de notre performance test, c'est quoi qui prend beaucoup, beaucoup de temps par rapport au reste, OK? Donc, ça nous amène directement là. Puis pourquoi on a un feature comme ça? C'est parce que, historiquement, ça ramasse des milliards de données, et puis il y a énormément de bruit. Les outils comme DevPartner, tout ça, ils sont capables d'éviter le bruit. Ils enlèvent les choses qui sont pas nécessaires, puis ils donnent juste ton code à toi. Mais Microsoft, eux autres, ils ont dit, nous autres, on ramasse tout. Et puis, là, c'était très difficile de trouver c'est où mon problème, OK? Donc, avec ce feature-là, au moins, ça t'amène, boum, à ton code. C'est là que tu utilises beaucoup de temps. Et puis, regardons ça, puis essayons d'au moins visualiser là, c'est quoi notre problème. Donc, ça, c'est un aspect qui est le Hotpath. Le Report Compare dans aussi beaucoup d'outils comme DevPartner, puis JetBrains, il y en a un aussi, je me souviens plus du nom là, pour faire des performance tests. Tu pouvais faire
un performance test, puis là, réparer quelque chose, en rouler un autre, puis après ça, comparer tes deux performance tests, puis dire, je m'améliore-tu ou je suis pire? Puis avec les outils de Microsoft, on pouvait pas faire ça. Donc maintenant, dans la version 2008, on a ça, on fait juste, on les voit nos rapports quand on roule le petit wizard, les rapports ils apparaissent en dessous, là, à chaque fois qu'on en roule un, puis là, on fait juste en choisir deux, t'en choisis un, contrôle, t'en choisis un autre, donc t'en as deux d'allumés, tu fais right-click, puis tu fais compare. Donc, ce que tu voudrais faire, c'est rouler un test de performance, récolter les données, trouver qu'il y a un problème, faire la correction, rouler encore le test de performance, puis là, comparer les données. Donc, c'est pas possible avant de... en fait, c'est possible de rouler plusieurs tests de performance, oui, mais c'était difficile de comparer des données, je comprends bien. Et c'était là, tu aurais eu tes données, tu regardes, ça va prendre 8 millisecondes, là, tu roules ton autre, tu vas dans ton autre rapport, puis tu regardes, là, c'est rendu à 4 millisecondes, j'ai un gain, mais il y a beaucoup de travail à faire, tu sais, toi-même à comparer. Tandis qu'avec cette feature-là, tu choisis deux rapports, tu fais compare, puis là, il te donne une petite flèche rouge, puis une petite flèche verte qui dit, ça c'est pire, ça c'est moins pire, puis tu peux tout de suite voir visuellement là, si tu as fait des gains ou tu as fait des ou c'est pire là, basé sur qu'est-ce que tu essaies de faire. Donc ça c'est les performance compare. Numéro 5 maintenant. Le numéro 5, c'est le plus fun à démoer, le numéro 5. C'est pour ça que je le fais tout le temps long parce que je trouve que ça a un impact. Démoer, t'es en train de réinventer la langue française. D'inventer des mots. Donc, de faire une démonstration. Une démonstration. Donc, c'est la fonctionnalité qui est la plus le fun à faire des démonstrations. OK, ça sonne pas bien, mais en tout cas. Donc, ça s'appelle le support offline. Donc, si le monde, comme moi et vous deux, j'en suis certain, vous avez des laptops, vous travaillez chez vous, vous avez accès à un serveur TFS, que ce soit chez vous dans une corporation, et puis, vous prenez du code, vous l'amenez chez vous, vous voulez commencer à faire des changements, vous partez studio, vous choisissez votre solution, et puis là, ça dit, le serveur n'est pas là. Là, on dit OK. Après ça, il dit ça c'est dans 2005. Après ça dit la version entre autres que vous êtes en train d'ouvrir, elle est sous contrôle d'un gestionnaire de code source. Là, est-ce que tu veux enlever ce joint là, si vous voulez, ou ce binding là entre de façon permanente ou de façon temporaire. Donc il y a un radio button permanent temporaire, puis on a OK aide. Fait que là, on a, tu sais, moi, je veux rien enlever de façon permanente, donc je vais choisir temporaire. Puis après ça, je vais dire OK. Après ça, il y a un autre dialogue qui apparaît qui dit, qu'est-ce qu'il dit le troisième? Je me souviens pas ce qu'il dit le troisième. Il me semble qu'il y en a un troisième. Là, on arrive finalement à notre code. Si on fait des changements dans notre code, on fait sauvegarder, puis là, ça dit « il est read-only, est-ce que tu es sûr que tu veux modifier ton code? » Là, tu dis « oui, écrase-les, là, c'est correct. » Puis là, on travaille, c'est beau, on sort de notre solution, on repart de notre solution plus tard, le même bazar apparaît encore. Puis là, quand on arrive pour se reconnecter à TFS 2005, là, il nous dit, là, ton workspace, puis qui est sur leur serveur, puis ton disque dur, il est tout croche, il match pas. Qu'est-ce qu'on fait là, OK? Puis normalement, tu devrais rouler un command line tool qui vient avec les Power Tools, justement, qui essentiellement refait une synchronisation entre ton workspace puis ton disque dur. Et puis ça s'appelle donc TFSPT Online. Et puis ça fait le petit joint là entre les deux. Ça a été délité, ça a été rajouté, tout ça. Et puis après ça, tu peux donc checker in tes opérations. OK? Donc c'est très complexe, c'est pas très convivial. Quand je fais une démo de ça, le monde sont tous là, ils hochent la tête, ça a pas de bon sens. En fait, le produit n'a pas été pensé pour travailler offline. Pas du tout. T'es connecté. On s'entend là, c'est avec l'époque 2005. Ça c'est 2005 ce que je viens d'écrire. Mais 2008. 2008, c'est essentiellement on fait la même chose, on part Studio 2008, on clique sur notre solution comme on ferait normalement. Puis là on a un dialogue qui dit le serveur est pas là, tu veux-tu travailler offline? Oui. On a OK help. C'est pas comme cancel, non, je veux pas l'ouvrir là, non, c'est oui, tu vas travailler offline. Fait que là tu dis OK. Donc là automatiquement tu es prêt à éditer. Il y a plus d'autres dialogues, il y a plus rien. Là, il y a un nouveau petit bouton qui apparaît donc dans le Solution Explorer, complètement à droite, et puis c'est un bouton pour nous remettre online. Donc essentiellement, quand notre solution devient offline, le serveur est marqué offline, OK, sur notre poste. Fait que si on ouvre d'autres solutions qui sont attachées à ce serveur-là, nos solutions vont être offline automatiques. Il ne nous demandera pas. Et puis, aussitôt qu'on est prêt,
Donc, on peut travailler, éditer. On va avoir le même dialogue qui va dire « Hey, c'est read-only, t'es sûr que tu veux le modifier? » On dit « Oui, c'est beau. » Puis là, automatiquement, quand on pèse le petit bouton « Online », Team Explorer exécute la commande qui était TFPT Online, essentiellement. Puis là, on a un dialogue qui nous apparaît qui dit « Tu as modifié tel fichier, tu veux-tu les mettre pending, tout ça? » Tu dis « Oui, j'ai modifié ça. » Puis on est prêt, il reconnecte sur le serveur, tout est beau, juste en pesant un petit bouton. Donc, puis aussitôt qu'on fait ça, évidemment, toutes les autres solutions qui sont attachées à ce serveur-là, maintenant, sont disponibles à être rajoutées en ligne aussi. Donc ça, essentiellement, c'est le support offline. Ils ont fait 100% de gain là-dessus. C'est énormément mieux. C'est utilisable, mettons. C'était une fonctionnalité qui était demandée là, par tout le monde. Par tout le monde, effectivement. En fait, c'était à se demander pourquoi c'était pas dans 2005. Là. C'est parce que des fois, Microsoft, ils prennent des décisions intéressantes. T'sais, ils assument que les choses sont là tout le temps, que tu es toujours connecté, soit wireless, soit tu as toujours une connexion avec ton réseau. Puis quand tu as une connexion avec ton réseau, ben ton serveur est là, évidemment. Donc, ils prennent pas pour compte que le monde, il travaille de chez eux, par exemple. Parce que chez Microsoft, tu travailles dans ton bureau chez Microsoft, tu travailles pas de chez vous. Donc, pour le workforce mobile qui commence à avoir un peu partout dans le monde, c'est un gros problème. Donc ça l'a réglé un peu le problème. C'est pas 100% proof, mais c'est 100% mieux que c'était avant. Et en quatrième position. Bon, en quatrième position, c'est une liste d'affaires. Si tu veux, j'ai amalgamé tout ça dans une affaire qui s'appelle les Administration Tools. Là-dedans, c'est dans le fond toute l'installation de TFS 2008. Donc, avant, on était barré à installer TFS 2008 sur un poste, sur un serveur, pas un poste, mais un serveur ou deux si on avait un dual server install, là, donc un serveur double. Qu'est-ce qu'on installait sur ces deux serveurs-là? On installait, parce que si on faisait une version avec deux serveurs, par exemple, on avait la portion frontispice qui est les services web pour parler à la BD, puis on mettait la BD sur un autre serveur. OK? Puis là, il fallait installer une portion de TFS sur ce qu'on appelle l'application tier, donc la portion frontispice, une portion de TFS sur le back-end, donc sur la base de données. Donc, il y avait le data tier. Donc, il y avait deux setups différents pour ces deux fonctions-là. Il fallait séparer, donc installer Reporting Services sur le Application Tier, fallait installer le reste des composants de BD sur le Data Tier. Donc, c'était déjà assez complexe. En plus, la BD devait être l'instance de la machine. Ça veut dire pas une instance qu'on dit machine / ma BD comme genre SQL Express. Il fallait que ça soit essentiellement le nom de la machine, donc l'instance primaire de la BD sur cette machine-là. Donc, ça limitait beaucoup de scénarios, et puis il fallait installer WSS sur l'application tier, puis se brancher sur celui-là seulement. Donc, ça mettait beaucoup de limitations. Dans 2008, toutes ces limitations-là sont parties. On peut se brancher sur un WSS ailleurs sur le réseau. On peut se brancher sur une base de données n'importe où sur le réseau. Quand le setup il part, il dit où la BD? Là, on disait là-bas, là, elle peut être dans une ferme de BD, peu importe. Puis il va l'installer où est-ce qu'on lui dit de l'installer. Donc déjà, tout ça, ça rend l'installation pas mal plus facile. On peut l'installer sur différents ports. Donc avant, on était barré au port 80-80, tout ça. Là, on peut choisir différents ports. On peut avoir Reporting Services sur un autre port complètement que le port 80. Donc tout des choses que souvent en entreprise, c'est des choses qui sont modifiées parce que pour la sécurité, ils veulent pas que les ports bien connus soient ouverts. Ouais, parce qu'on s'entend parce que une grande partie des clients ou des utilisateurs de TFS vont l'installer sur un seul serveur. Ils vont installer la partie applicative, la partie base de données. Ils ont un serveur qui s'occupe de tout ça. Mais dans la moyenne, en grande entreprise, ben là, il y a des scénarios qui s'y apprêtent pas, là. Et pas du tout. Puis surtout quand on veut avoir du large scale, tout ça, on a besoin d'une ferme de serveurs qui va nous permettre de pouvoir faire des choses comme ça, ce qu'on pouvait pas vraiment faire dans 2005 de façon facile. Écoute, si on parlait avec les gars de Microsoft, là, direct en dessous de la couverte d'un téléphone, hey, j'ai besoin de faire ça. Il y avait des moyens de rouler des scripts, de faire des patentes pour rouler des clusters de BD, mais disons que le commun des mortels le faisait pas parce que il savait pas. Puis l'installation c'était ardu. On peut s'en parler là. Le monde là, moi j'ai fait des scripts parce que c'était trop compliqué. Puis je voulais m'assurer que les prérequis, donc SQL Server, WSS, tout ça, étaient installés de la bonne façon à chaque fois, sinon ça marchait pas. Puis le monde, il l'installait mais il choisissait pas Farm, il choisissait le full de WSS, ça marchait pas. Là il disait comment ça marchait pas, l'enlever, là le réinstaller, là il y a des affaires qui
restait, mais qui était pas là. Puis, en tout cas, c'est archi complexe, l'installation. Faut d'ailleurs suivre le livre d'instruction, là. Si vous avez installé, même 2008, il y a quand même, c'est beaucoup mieux, mais il faut savoir un peu ce qu'on fait, là. C'est pas le monde, là, on met le CD dedans puis ça marche, là. Okay? On peut encore installer sur un single tier, donc ce que tu mentionnais tout à l'heure, donc la BD puis le application tier, donc tout sur le même. Ça marche très bien, j'ai fait ça multiples fois. Donc, il y a aussi, dans cette catégorie-là 4, là, il y a aussi, on peut installer sur Windows Server 2008. J'ai testé ça la semaine passée d'ailleurs, ça marche relativement bien, à part WSS, encore, qui est souvent le coupable dans les installations manquées de TFS. Toujours coupable. Ouais. Et puis c'est malheureux parce que TFS, ça a l'air qu'il s'installe pas bien et tout ça, mais dans le fond, c'est WSS le problème. Juste pour les auditeurs qui se demandent qu'est-ce qu'on veut dire par WSS, c'est des Windows SharePoint Services. Donc les fameux services SharePoint qui... Ouais, c'est ça. Donc la version sur Windows 2008, on doit installer SharePoint avant qu'on installe TFS. Ce qui était le cas dans 2005, OK? Par contre, il faut installer la version 3. La version 3, il faut choisir qu'on veut une ferme, tout ça. Mais l'installation de la version 2 des WSS, c'était assez simple. Tu avais le premier menu qui arrivait, tu voulais-tu ferme ou standalone? Puis next, c'était fini. Tu avais une question. Là, tu as un éventail de questions qui t'apparaît dans 2000 parce que tu as plusieurs possibilités dans 3.0. Et puis là, c'est quoi qu'on choisit? Donc là, évidemment, j'ai regardé dans le livre le livre d'instruction de TFS. Là, ça dit choisissez telle affaire à tel menu. Puis à la fin, il faut exécuter des command lines pour donner permission à notre service TFS de se connecter dessus pour installer tout ça. Donc, c'est un peu croche. C'est comme ça revient à un peu l'installation de 2005, mais en même temps, il faut rouler des scripts en dessous de la couverte que j'avais pas besoin de rouler avant. Donc, ça amène une espèce de complexité qui est pas... Donc, cette complexité-là est avec Windows Server 2008 ou en particulier avec WSS 3? Non, OK. Si on installe TFS 2008 sur serveur 2003, ça fait les deux doigts dans le nez. On roule le setup, il nous dit où ta BD, tu lui dis, s'il détecte pas WSS sur la machine, il dit, tu veux-tu l'installer? Okay. Ou tu veux-tu aller sur une autre machine? Là, tu dis, je veux sur une autre machine, tu lui dis les URL, tout est beau. Ou tu dis, oui, installe-moi-les. Lui, il s'en va, il installe tout, puis il continue. Donc, t'as pas besoin d'installer rien, il fait pour toi. Tandis que sur serveur 2008, quand il arrive à l'étape du WSS, il dit, il est où ton WSS? Il me demande les URL. Il me demande pas le choix, veux-tu l'installer ou où est-ce qu'ils sont les URL, il dit tout de suite, je ne sais pas il est où, donne-moi les URL. Donc là, t'es là, OK. Fait que là, il faut que tu sortes de TFS pour réinstaller, pour te reconnecter, puis bon. Ça ressemble à 2005, puis j'étais content dans 2008, quand j'ai commencé à faire des installations de 2008, c'était beaucoup plus simple. Puis là, tout d'un coup, ça revient un peu au modèle d'avant, puis ça va causer des problèmes. Je sais qu'il y a du monde qui font pas rouler les scripts, là, ça se connectera pas, puis là, ils vont dire comment ça se fait. Là, ils vont appeler Étienne. Étienne, ça marche pas! Exactement. Donc, il y a aussi support pour SQL 2008. Ça, je l'ai pas essayé parce qu'il est encore en CTP, donc je peux pas dire que j'ai roulé avec un backend SQL. Je me sers toujours de 2005. Ils ont réglé un problème qui s'appelle Sync Large Group, qui est un problème que moi j'avais détecté avec 2005. Essentiellement, si on prend chez EDS, par exemple, on a 120 000 employés. Donc, quand on a le groupe AD Domain User, ben c'est 120 000 personnes. Fait que quand tu dragues ça sur un projet, TFS, lui, veut faire une synchronisation de tous les usagers parce qu'ils ont tout accès à ton projet. Puis là, à toutes les 10 minutes, il fait une synchronisation. Fait qu'il dit, tiens, il y en a des nouveaux, ou il y en a pas des nouveaux, tout ça. Mais on sait bien que sur un AD de 120 000 personnes, il y a des changements tout le temps. Tout le temps, là, OK? Il y a des affaires détruites, rajoutées tout le temps. Fait qu'à toutes les 10 minutes, dans le premier 10 minutes, il n'y a pas le temps de synchroniser, parce que 120 000, il y en a bien trop. Là, à toutes les 10 minutes, il recommence à synchro, puis il dit, il est dans le milieu d'un autre, fait que là, puis après ça, il arrive finalement peut-être fini, mais là, à toutes les 10 minutes, il y a tellement de changements qu'il est tout le temps en train de synchroniser ça. Et puis notre serveur, il était à terre. Il roulait plus, il n'y avait plus moyen. Puis j'ai passé 5 heures avec 5 ingénieurs Microsoft pour backer off de cette chose-là quand j'ai fait ça dans Windows, dans TFS 2005. Donc, ce que j'appelle communément le bug Étienne, Sync Large Group, maintenant dans 2008, on peut synchroniser des groupes jusqu'à 100 000 personnes qui ont dit, sans trop de problème, puis on peut surtout back et out. Donc, si on l'enlève, le groupe, il va les déliter lui aussi. Okay, qui était pas faisable avant. Même si j'avais enlevé le groupe,
comme il avait fait sa synchronisation, il était perdu, et puis il n'y avait pas moyen de toutes les enlever dans 2005. Il y avait un problème, là, en tout cas. Ils ont réglé ce problème-là. Il y a un petit outil donc pour pointer après. On peut, par exemple, installer ou upgrader un 2005, puis après, pointer sur une ferme WSS si on veut. Donc, tu sais, les outils d'administration, ils ont beaucoup amélioré dans cette version-là. Ça, c'est clair. Ça fait le tour, ça, Étienne, toutes les améliorations qu'ils ont fait du côté administration. Ton numéro 3. Mon numéro 3, c'est encore une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Code métrique. Donc, c'est encore dans le menu Analyze, le nouveau menu Analyze qu'on parlait tout à l'heure. Et puis, essentiellement, on choisit Code métrique. Et ce que ça fait, c'est que ça exécute, on peut choisir sur la solution, sur le projet, peu importe. Et puis, ça exécute un paquet de fonctionnalités qui déterminent, par exemple, le nombre de lignes de code, notre complexité cyclométrique. C'est ça en français? Cyclométrique? Ouais. Après ça, notre index de maintenabilité, notre profondeur de hiérarchie de classe, puis il y en a un cinquième, je me souviens plus lequel. Le coupling, le class coupling. Donc le couplage entre nos classes. Donc tout ça, on peut expliquer à nos auditeurs c'est quoi là. Donc l'index de maintenabilité, c'est plus il y a de lignes de code, plus c'est dur à maintenir. OK, donc c'est un peu ça va de soi. Nos fonctions donc plus ils sont concises, plus ils sont petites, plus c'est facile à maintenir parce qu'on est capable de voir visuellement là, c'est quoi la tâche de notre fonction rapidement. Donc plus il y a de lignes de code, plus l'index de maintenabilité augmente. La complexité cyclométrique, ça c'est le nombre de branches qu'on a dans notre code. Donc plus il y a de if, plus le score de cyclométrique va être bas, je pense. Élevé, puis l'index de maintenabilité baisse le nombre de lignes de code qu'il y a. Donc plus il y a de lignes de code, l'index de maintenabilité, plus il est bas, moins c'est bon. Puis l'index de cyclométrie, plus il est haut, moins c'est bon. Exact. OK? Donc évidemment, quand je faisais le petit démo là, dans le user group, puis quand j'ai fait mes présentations, j'ai une fonction qui a à peu près 800 lignes de code avec à toutes les deux lignes un if, else, if, else, pour montrer que évidemment c'est une fonction super complexe qui retourne toujours la même chose d'ailleurs, là, mais c'est juste bien drôle parce que quand le monde la voit, ils sont là, c'est quoi qu'elle fait, mais elle fait rien, la fonction elle retourne toujours la même chose. Mais il y a toutes sortes de combinaisons A plus B moins B, juste pour montrer qu'il y a un petit changement différent, mais ça indique là quand même qu'il y a un problème. Puis évidemment, ben plus on a de classes qui irritent d'autres classes, plus on tombe avec le problème de la profondeur, mais c'est la fragilité de la classe de base, ok? Ouais. Que ce soit la classe de base un niveau ou au-dessus ou bien plus haut, évidemment, plus elle est loin dans la hiérarchie de classe, plus que si on change quelque chose, ça peut briser beaucoup d'autres choses. Donc, évidemment, c'est un index qui est quand même intéressant à voir parce que si on a un score qui est énormément haut, on peut dire, là, faire attention à cette classe-là parce que si on change quelque chose, ça peut tout briser. D'ailleurs, une des raisons pourquoi souvent on va préconiser beaucoup plus d'utiliser la composition plutôt que l'héritage. Des fois, on n'a pas le choix, ça nous prend l'héritage parce que c'est comme ça qu'on peut modéliser le domaine, mais si on peut favoriser plus la composition, ça fait des systèmes beaucoup plus stables que l'héritage parce que, comme tu le disais, dès que tu fais un changement dans ta hiérarchie, ça peut impacter les classes qui héritent de ce changement. Ça, on pourra en parler pendant une bonne heure facilement. Juste les métriques de code, ça serait un bon sujet, effectivement. Mais il y a maintenant un outil, donc, dans Visual Studio, qu'on peut aller chercher ces données-là. Les lignes de code, c'est les lignes de code exécutables. Donc, ça enlève les blancs, ça enlève les commentaires, ça enlève même les brackets, là, ouvre la parenthèse, ferme la parenthèse, là, en C#, par exemple, tout ça. Donc, tout ce qui est pas exécutable, ça le compte pas. C'est vraiment les lignes exécutables qui sont comptées. Donc, c'est quand même un bon indicateur là, du nombre de lignes qu'on a dans notre code. Le problème avec ça, il y a deux problèmes. On a besoin de rouler dans Studio, absolument. Donc, on a besoin d'avoir Studio pour rouler ça. On va rouler ça dans notre build de nuit, par exemple. C'est exactement ça, Mario. Ce qui serait intéressant, ça serait été un command line tool, où est-ce qu'on aurait pu exécuter ça à partir de notre build. Puis là, à chaque build qu'on fait, on exécute nos métriques, puis on peut faire des comparaisons entre nos métriques. Donc, évidemment, ça, c'est un point in time. Donc, ça dit, je l'exécute. Non, là, ça dit, OK. Puis là, je peux l'exporter à Excel, par exemple. Mais si j'exporte à Excel, ben là, j'en ai deux. Là, pour les comparer, ben, je sais pas trop comment les comparer. Donc, on revient au même problème qu'on avait avec les performance tools, où est-ce que tu roules ton test de performance, tu l'as sur le moment, mais
t'en fais un autre, puis t'es pas capable de les comparer. Maintenant, t'es capable de les comparer, ça va bien, mais là, ils font des nouveaux outils comme pour les métriques, mais on peut pas les comparer. Donc, mais on l'a laissé savoir à Microsoft, et Mario et moi, que ça serait, puis tous les autres MVP aussi, là, que ça serait bien de pouvoir exécuter ça à partir de TeamBuild, puis de ramasser des données cumulatives. Là. C'est ça, on semble vivre un petit peu la même chose que en 2005, bon, il y avait des features, il y a des fonctionnalités qui manquaient un peu de fini, dans le sens, oui, la fonctionnalité est là, fonctionne, il n'y a aucun problème, il donne des résultats, mais comme tu disais, mais c'est pas utilisable dans la plupart des cas, parce qu'il faut vraiment l'utiliser ou la faire rouler dans un contexte particulier. Ça me semble être un petit peu la même chose. Donc, dans la prochaine version, ils vont la peaufiner, là, puis... Même qu'il nous parle de faire peut-être un Power Tool qui va être metrics.exe par exemple, qui va exécuter là, cette portion-là, mais j'ai pas eu trop de nouvelles depuis qu'on en a parlé, là, mais essentiellement, je sais que beaucoup des MVP on a un peu chialé pour avoir cette fonctionnalité. Okay. Mais si jamais il y a des gens pour qui les métriques c'est important, prenez donc quelques minutes de votre temps et allez voir le site ndepend.com. Puis c'est un produit qui coûte rien parce qu'il est $300, tu n'achètes une copie pour ton build server, puis vous êtes capable de pouvoir sortir toutes ces métriques-là, faire vos comparaisons. C'est sûr que c'est pas un produit Microsoft, mais c'est un très bon produit. Attends, il y a l'autre problème. Il y avait deux problèmes. Le premier, c'était que tu peux pas rouler ça à part dans le studio. Le deuxième problème, c'est que il fait pas un roll-up du problème. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un problème de cyclométric complexity ou même de maintainabilité, dans une fonction très creux à l'intérieur d'une librairie, ta librairie, si en général elle est correcte, tout est vert. Donc, même si c'est un endroit où est-ce que c'est même si c'est un envoi problématique, c'est vert. Donc, toi, à première vue, tu regardes du coup d'œil, il roule la chose, puis il donne un rapport top. Donc, ma classe, ma librairie telle affaire, mon application telle affaire, vert, tu dis, bon, j'ai pas de problème. Mais dans le fond, faut que tu ouvres toutes les nodes pour aller voir si tu as vraiment des problèmes. Parce que il peut en avoir un plus bas. Donc, essentiellement, ça aurait dû être, si tu as un problème, peu importe, jaune, c'est, tu commences à être problématique, puis rouge, c'est, t'es dans la merde, mon bonhomme, là, fais quelque chose. Ben, peu importe la couleur, ça aurait dû être, si t'as quelque chose qui est pas vert, le monter à tous les niveaux jusqu'en haut, puis au moins quand tu l'ouvres, tu peux aller driller puis trouver un peu à la hot path, c'est où que j'ai des problèmes, amène-moi à mon problème, puis je vais aller voir, OK? Mais là, on l'a pas, fait qu'il faut ouvrir partout parce qu'il faut pas se fier au fait que c'est vert en haut, OK? Donc, c'est quand même, en tout cas, intéressant de voir que Microsoft arrive en 2008 à commencer à penser que les métriques, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Donc, faut pas trop leur lancer la pierre. Faut quand même reconnaître qu'il y a du cheminement de leur côté. Mais c'est une version 1. Donc, c'est une version 1 de ces produits. Ouais, c'est une pattern est le même là que je disais tout à l'heure. C'est la version 1 d'une fonctionnalité là et là fonctionne tout ça, mais ça manque un petit peu de fini exactement. Là. Effectivement. Donc, on a fait le tour des métriques. Ton numéro 2. Le numéro 2, c'est pas nouveau, mais c'est nouveau. Donc, c'est pas nouveau dans l'esprit que c'est, on le sait tout, on en a parlé, même quand j'étais venu ici il y a un an peut-être. C'était la version de TeamPlane que Microsoft avait acheté. Donc, il avait acheté TeamPlane et puis maintenant, il l'offrait aux usagers de TeamSystem. OK, juste pour faire une petite histoire courte, TeamPlane, c'est l'accès à TFS à partir d'un site web. Donc, c'est une compagnie, un tiers, qui avait développé une interface web à TFS. À TFS, OK. Donc, on pouvait voir les systèmes de travail, on pouvait voir nos sources, on pouvait toutes les choses qu'on pouvait voir dans Team Explorer, mais à travers le web. Et Microsoft a acheté cette compagnie-là parce qu'il y a eu de la demande pour avoir une interface web. Pour avoir une interface web, puis là, ils se sont dit, ben garde. Puis d'ailleurs, les commentaires qu'on leur donnait, c'était, si vous en faites une, faites-les aussi bien que TeamPlane ou ben non, achetez-les. Et puis, ben, ils ont acheté. Parce qu'ils ont dit, ça vaut pas la peine de le refaire. On peut pas passer les heures que TeamPlane a passé pour faire ça. Donc, on va les acheter. Puis, ils ont repackagé ça dans un Power Toy qui appelle Team Foundation Server Web Access. Et puis, ils l'ont brandé Web Access 2005. Et puis, on pouvait le downloader pour la version 2005. Ça fonctionnait. Tout était beau. Et puis, ben, il y a une version 2008 de ça qui, évidemment, parle à un serveur 2008. Il faut installer sur le serveur qui roule ça, il faut installer Team Explorer.
Donc, on installe Team Explorer, on installe ce service web-là qui, lui, à travers le modèle objet de Team Explorer, donc il instancie des DLL, tout ça, à travers tout ça, lui, il peut parler à TFS. OK? Donc, c'est un peu le seul prérequis là, qu'il y a. Et puis, évidemment, dans la version 2008, c'est amélioré pour ajouter donc tous les nouveaux features qu'il y a dans 2008. On peut, ça marche avec Ajax, là, donc c'est tout joli. Et puis, il y a un nouvel onglet qui nous permet de parler à TeamBuild, qui est de beaucoup amélioré, puis qui est le sujet de notre prochain numéro. Ton numéro 1. De mon numéro 1, voilà, qui c'est TeamBuild 2008. Mais on y reviendra dans 2 secondes. On va finir Web Access. Donc, à partir du Web Access, par exemple, on peut commander des builds, on peut voir nos builds, on peut voir nos résultats de build, tout ça, à travers le web, ce qui n'était pas possible dans 2005. Donc, c'est vraiment une nouvelle fonctionnalité qui est ajoutée là. On s'entend que c'est ton numéro 2 Web Access, mais pour beaucoup d'organisations, le Web Access, c'était un numéro 1 dans la mesure où est-ce que ça donne accès au serveur TFS aux gens qui ont point Visual Studio sur leur poste, là, les analystes, les clients, les pilotes qui veulent être capables de pouvoir, par exemple, rentrer des bugs. Mais là, avec l'accès web, ils peuvent le faire, puis sans avoir à devenir des experts à manipuler Visual Studio, ce qui pouvait être un peu épeurant pour eux dans Tout à fait, Mario. Puis en parlant de ça, on va pas se lancer dans une discussion de licensing, loin de là, mais Microsoft a annoncé, je pense, il y a pas longtemps, que le Web Access 2008 donnait droit au monde d'ajouter des bugs sans avoir de cal. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir sans avoir une licence. Sans avoir une licence TFS. Ils peuvent rajouter des bugs et peuvent voir leurs bugs. Ils peuvent pas voir les bugs des autres. Puis, ils peuvent pas donc éditer les bugs des autres. Mais par contre, ils peuvent rentrer des bugs puis voir leurs bugs. Ça, c'est sans avoir un cal. Donc ça, c'était un gros gain côté licensing parce que le monde disait, hey, ils veulent pas payer 500$ pour qu'un gars qui est au support, aux usagers, tu sais, la première ligne de support, dire, on a un bug dans TFS, puis on a un bug dans notre application, par exemple. Donc, aller dans TFS, rajouter un bug pour aller dans notre projet, qui était où est-ce qu'on avait un bug dans notre application. Puis là, il fallait que le gars du call support, qui avait une licence de $700 qu'il fallait qu'il paye pour pouvoir rentrer un bug une fois de temps en temps, c'était un peu irréaliste. Ouais, ou même pour les compagnies de consultation. Donc, tu as plusieurs clients, t'es en mode projet. Donc, offrir la possibilité à ton client de tester ton application puis de rentrer des bugs, ça avait pas de sens. Tout à fait. Puis même, tu peux t'écrire une extension, toi, sur ton site web, qui est faire le bug, mettons, puis ton application, à travers le modèle objet, va créer un bug dans TFS. Mais ça, là, tu avais besoin de payer une licence pour à chaque personne qui se connectait, tu avais besoin d'avoir une licence. Okay. Donc, c'est un petit peu irréaliste. Donc là, c'est amélioré de beaucoup. Et puis, bon, le Web Access, t'as raison, Mario, c'était entre 1 et 2, là, c'est pas mal les deux. J'ai mis un TeamBuild parce qu'il y a tellement de nouveautés qu'on va parler dans 2 secondes. Mais allons-y, TeamBuild. Donc, TeamBuild qui devient citoyen de première classe. Qui devient citoyen de première classe. Puis si vous avez un choix entre est-ce qu'on update à 2005, est-ce qu'on reste à 2005, est-ce qu'on update à 2008, une chose que certainement je peux vous dire, et puis vous utilisez des builds. Évidemment, si vous utilisez pas de build, vous allez pas voir vous allez voir une différence de performance, tout ça, puis les features qu'on vient de mentionner. Par contre, vous allez peut-être pas voir une énorme différence au côté serveur sur les fonctionnalités. OK, les fonctionnalités sont assez comparables en 2005 et 2008. Par contre, si vous faites des builds, puis surtout si vous faites du continuous integration, du CI qu'on appelle, vous allez être heureux d'apprendre que TeamBuild 2008 vous offre la possibilité de faire du continuous integration, ainsi que beaucoup d'autres choses là. La problématique avec 2005, moi, ça a toujours été, puis j'ai été très vocal là-dessus, c'était une affaire qu'ils ont faite. Il y avait un gars qui travaillait là-dessus, à mon avis, il y en a peut-être 2, là, mais en tout cas, il y avait 1 ou 2 gars qui travaillaient là-dessus, puis c'était un service qui roulait sur le port 91-91, puis tu y envoyais de quoi, puis il exécutait un build. Avec un état, là, bon, il y avait une liste de tâches qu'il faisait dans un ordre en particulier. Mais c'était vraiment à peu près ça. T'avais aucun panneau pour aller configurer ça. T'avais aucun... si tu voulais exécuter des builds à tous les jours, à telle date, fallait que tu ailles sur le serveur de build, fallait que tu ailles dans Windows Scheduler, puis tu crées une job batch qui va appeler l'exécutable de TeamBuild pour exécuter tel build à tel
Puis rajouter cette tâche-là dans Windows Scheduler, c'était un petit peu rabougri. Ça faisait comme, tu sais, pas penser comme faut. C'était pas fini. C'était pas fini, OK? C'était pas fini, puis faut aussi dire que c'est un peu, moi je trouve ça fortement malheureux, mais Microsoft devait pas sentir une grosse pression de beaucoup de clients pour dire j'ai besoin d'avoir un support de build de qualité. Parce que, encore trop souvent, moi je me retrouve dans des organisations où je rencontre des gens, les gens ont pas de build server, on compile localement, chaque développeur compile sa petite composante sur son poste, puis quand on faut déployer ça, on se demande pourquoi les composantes ont la misère à fonctionner. On va leur dire, le build, sa fonction première, c'est valider l'intégration de toutes les composantes entre elles en prenant le code source qui est dans ton gestionnaire de code source. Donc aujourd'hui, en 2008, tout le monde s'entend que ça prend un gestionnaire de code source. J'espère qu'en 2010, ou en tout cas à partir de 2010, tout le monde va reconnaître que ça prend aussi un gestionnaire de build qui est sur son propre serveur. On va y arriver. Ça prend du temps, faut éduquer. Mais le fait que ça soit plus facile, en fait, c'est que tout est intégré. Tu vas en venir, tu vas mentionner les fonctionnalités maintenant qui sont intégrées. Mais le fait que ça soit plus facile, ça va peut-être inciter les gens qui ont TFS à installer un serveur de build, là, vu que c'est plus facile à configurer. En fait, quand on faisait un build, essentiellement, on faisait une solution. Il y avait un petit wizard. Puis dans la solution qui s'appelait tfsbuild.proj, on disait il était où notre serveur de build, on disait où est-ce qu'on voulait qu'ils mettent le output, tout ça. Donc tout ça, c'était dans un fichier. Et puis, quand on appelait le service se loguait dans TFS, il allait dans le répertoire à un nom particulier, un endroit particulier, ramassait ce proj-là, faisait un get latest de ça. Puis ça nous disait, va chercher telle source dans le source control, tout ça. Donc, c'était vraiment tout était dans le proj file. Dans 2008, le build type, c'est un citoyen à part entière dans la BD. Donc, le build type ne vit pas dans le fichier. Le fichier est utilisé par le build type pour faire des tâches. Mais le build est maintenant comme un work item. Il est sur le serveur, il appartient au serveur. Donc, on peut aussi le déliter, ce qu'on pouvait pas faire avant. Et puis, donc, puis on a le build server maintenant s'appelle un build agent. On peut avoir plusieurs build agents sur une machine en changeant les ports, tout ça. Ce qui était pas vraiment faisable dans la version 2005. Puis essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on crée donc nos build agents. On peut en créer plusieurs. Et puis, on crée des build types. Puis les build agents, donc, aussi, sont des entités à part entière sur le serveur. Puis là, quand on crée des build types, dans notre liste de déroulante, on voit toutes les build agents qu'on a. Donc, on n'a pas besoin d'éditer le fichier pour ajouter le build agent dedans. Puis, si on veut changer, on veut l'envoyer à un autre build, par exemple, on fait juste prendre la liste déroulante puis on en choisit un autre, puis c'est beau. OK? Là, dans ce menu-là, on peut aussi créer, donc, plusieurs proj files. Différentes. On peut les mettre à d'autres endroits que l'endroit défaut qui était le nom du projet / build types. Donc, on peut la mettre où on veut, ça n'a pas d'importance. Puis, étant donné que le build type maintenant vit au serveur, lui, il y a juste un pointeur qui dit où est-ce qu'il est mon proj file. Ce qui nous amène à pouvoir utiliser finalement la meilleure pratique de avoir plusieurs build types qui pointent au même projet. OK? Puis pourquoi on ferait ça? On aurait par exemple, un build CI, Continuous Integration, on aurait un build daily, on aurait un build weekly, puis on pourrait même avoir un build itération. Puis pourquoi on aurait différents builds comme ça? C'est parce que pour des raisons que chacun de ces builds-là, quand on les exécute, il va aller chercher tous les changements qu'il y a entre la dernière fois qu'on a roulé ce build-là, ce type de build-là, puis le build qu'on roule maintenant. Fait que, par exemple, du CI, c'est qu'est-ce qui est arrivé entre la dernière fois que j'ai exécuté mon build CI puis maintenant. Donc, c'est juste les changements qu'il y a eu entre les deux derniers check-in. Disons, à toutes les heures. Non, un CI, c'est vraiment les check-in. Ah oui, okay. À chaque fois que tu fais un check-in, il part un nouveau build. Okay. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut voir exactement qu'est-ce qui est arrivé entre les deux. Okay. Un daily, ce serait toutes les choses qui sont arrivées dans la journée. Entre hier, le daily, puis aujourd'hui, le daily. Un weekly, même affaire, donc entre la semaine passée et cette semaine. Puis à l'itération, ce serait tout ce qui est arrivé pendant l'itération. L'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'il roule un build, il va chercher toutes les change sets, toutes les work items qu'il y a eu entre les deux builds. Fait que ça nous permet de faire un graphique. Donc, ce build type-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, regarde tous les work items qui ont été corrigés dans ce build-là. Donc, ça nous permet... Parce
parce que là, tu viens de faire un petit saut quantique pour nos auditeurs. Quand tu as parlé de les work items, c'est qu'il faut dire que vu que maintenant le build type, c'est un citoyen de première zone, de première classe, il y a une traçabilité avec les systèmes de travail qu'on peut retrouver dans les graphiques qu'on pouvait pas retrouver avec 2005. En fait, on pouvait aussi. Il y avait un attachement qui était là. Oui, ça marchait dans 2005, mais la meilleure pratique de dire je veux créer un daily, je veux créer un weekly, je veux créer on pouvait le faire, mais chacun de ces build types-là avait son propre proj file. Si on modifiait un proj file pour mettons le daily, fallait le faire partout. Fallait le copier partout. Maintenant, chaque build type, étant un citoyen de première classe, peut pointer au même proj file. Donc, on peut le changer à une place, puis toutes nos affaires vont pointer au même. Donc, on a toujours le même résultat escompté entre chacun de nos builds. Donc, ça, c'est vraiment important, parce que c'est une pratique que beaucoup de monde ne savent pas. Tu peux même avoir un build au release. Donc, je fais mon build release, puis après ça, bon, ça va, tout est beau. Puis là, je fais un nouveau release. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé entre ce release-là et ce release-là? Je regarde sur mon build, j'ai tout changé ces choses-là. Parce que souvent, tu sais, on veut écrire, c'est quoi qui a été modifié entre chacun de nos builds? On est capable rapidement de faire ça en faisant un build entre chacun des releases. OK? Donc, tous ces scénarios-là sont possibles avec le nouveau build. Donc, la fonctionnalité la plus intéressante, c'est qu'on a le dernier panneau, c'est qu'on peut, donc, j'ai décidé de faire un build avec chaque check-in. On peut dire, fais un build à toutes les heures, accumule toutes les check-ins qu'il y a eu dans cette heure-là, puis exécute un build. On peut arriver puis dire, fais un build à tous les jours à telle date. Puis tout ça, c'est sauvegardé dans BD, puis c'est exécuté par un service qui roule en arrière de la couverte qui exécute. Donc, plus de Windows Scheduler, plus rien de ça. Part entière, citoyen de première classe. OK? Donc, le build, c'était utilisable, mais il fallait faire beaucoup de travail pour l'utiliser. Maintenant, c'est très facile. On peut déliter nos build types, on peut déliter nos build results. On peut aller right-click, delete notre build results, ce qu'on pouvait pas vraiment faire avant. C'était assez difficile à faire. On a donc les rapports qui sont beaucoup plus peaufinés là, avec les nouveautés qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a dans TeamBuild aussi? Je pense que c'est les affaires majeures, en tout cas, qu'on peut parler, là, c'est ça. Au niveau fonctionnalité. Il y a juste une nouvelle, excuse-moi, Mario, de couper. Il y a l'affaire la plus importante que j'ai pas mentionnée, là, qui me revient, là, c'est qu'on peut faire du queuing. OK? Donc, quand on avait 2005, si on avait un build type, on l'exécutait. On l'envoyait à TeamBuild, on disait, go, exécute ça. Puis là, tout de suite après, on faisait right-click, exécute-le encore. La deuxième fois, ça faisait bad. Il crevait, puis il disait, je peux pas, parce qu'il est déjà en train d'être exécuté. Donc ça, c'était problématique parce que si on voulait partir deux build types, à queue leu, on peut pas. L'intégration continue ou ça marchait pas. Tous les fois que tu as un check-in. Exactement. Il se peut que là, t'en aies plusieurs à la fois. Ça fonctionne pas. Donc, ça, c'était une grosse problématique. Et puis, pour justement amener au fait qu'on peut se faire du CI, la seule façon de faire ça, c'est d'avoir du queuing. Donc, maintenant, on peut les queuer un à queue leu, puis il va tous les mettre en ligne, puis il va les faire un après l'autre. Fait que si on a 3 check-in de 3 personnes en dedans d'une minute, puis que le build, il prend 10 minutes à faire, il va juste queuer les deux autres, puis il va prendre 10 minutes. OK? Puis s'il y en a plusieurs, ils vont tout être à queue leu, ils vont attendre. C'est sûr qu'on fera pas des check-in à toutes les 10 minutes, là, on s'entend, mais il y a des équipes agiles qui font des check-in assez régulièrement, parce que la bonne pratique, c'est check-in souvent, puis pour avoir le moins possible de changement entre les builds, justement, pour que s'il y a un problème, on le trouve tout de suite. Puis ce que je m'en allais dire, quand tu parles justement de la capacité de pouvoir mettre en queue les tâches, les builds, c'est que le comparatif dans le marché des autres serveurs de build, c'était souvent des produits open source, Cruise Control pour pas le nommer, puis on peut dire aujourd'hui qu'avec 2008, on arrive au pair en fait de fonctionnalité. Et c'est sûr que Cruise Control, tout ça, il y a plus d'affaires parce que c'est un produit dédié à ça, puis il y a une communauté qui croit beaucoup à Cruise Control puis qui met beaucoup d'énergie pour le rendre vraiment. Mais ça reste un produit qui est utilisé beaucoup par les équipes agiles. Ça a des fonctionnalités pour les équipes agiles, tout ça. Donc, pour les grandes entreprises, souvent, on a besoin d'un serveur build qui est à l'autre bout, qui va exécuter nos tâches. Certaines grandes entreprises, juste les convaincre, il faut que tu fasses au moins un build à tous les jours. C'est un choc culturel. C'est comme, ah oui, pourquoi? Puis t'as envie de leur dire, comment fonctionner aujourd'hui? Puis là, ce que tu te rends compte, c'est que finalement, ils construisent quand il faut qu'ils déploient. Donc, s'ils déploient tous les 6 mois, ils vont accumuler. Puis après ça demande pourquoi c'est difficile. Puis pourquoi que les gens, faut qu'ils travaillent tard le soir dans un environnement
un peu à haute un peu pression fou, aussi, avec ouais. haute pression, tandis que si tu intègres au moins tous les jours, tu gardes en tout cas Ensuite, tu sais où un les problèmes rythme. arrivent. Ouais, c'est ça. En fait, Étienne, c'est tes 10 nouveautés dans TFS 2008. Si je regarde ça, la plupart, c'est du peaufinage, c'est des améliorations, des fonctionnalités qui existaient déjà. Je pense que Build, c'est la partie qui a eu le plus de travail. Il y a plus de changements par rapport à 2005, mais es-tu d'accord avec moi de dire que c'est la version 2008, c'est plus un peaufinage de la version 2005? En fait, t'as mis le doigt dessus. Moi, la version 2008, je l'appelle, c'est un gros service pack. C'est un feature pack. On va l'appeler comme ça. Donc, c'est la version 2005 comme elle aurait dû être. OK? Donc, c'est la version 2. Ils ont amélioré des affaires, la performance est meilleure, l'enrobage est plus beau, la boîte est plus Ça belle. révolutionne pas la version 2005. Absolument pas. Mais, si vous utilisez TFS, vous devez aller à cette version-là parce que c'est la version que 2005 aurait dû être. OK? Par contre, la prochaine version, Rosario, pour pas en parler, va amener beaucoup de fonctionnalités qui sont complètement différentes à ça, qui sont nécessaires, donc des systèmes hiérarchiques et tout ça qu'on pourra discuter dans un autre podcast. Mais il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont amenées, qui vont être nécessaires vraiment là dans la prochaine version. Donc cette version-là, moi je l'appellerais la version 1.5. Ou la version R2, comme Microsoft les appelle. Donc, ce serait la version 2005 R2. Ouais. Mais, tu sais, au même titre que la version R2 de Windows Server, ben, c'était Windows Server. Tu voyais pas vraiment de différence, mais il y avait des fonctionnalités comme Active Directory Federation puis tout ça. Donc, il y avait une couple de nouvelles fonctionnalités, mais en général, tu l'installais puis c'était comme la même. C'était Server 2003, SP2, mais avec une couple de nouvelles bébelles. Donc, ça c'est la version 2005 améliorée. Avec les Power Tools d'intégrer. Ouais, mais Guy, ce qui est intéressant de ça c'est drôle à dire, là, mais quand tu installes Visual Studio 2005, plus le Service Pack, plus les Power Tools, plus le DB Pro, plus le Service Release de DB Pro, plus écoute, tu finis que tu passes une journée à installer Studio. Ouais. Studio, là, OK? Ce qui fait que quand tu as une entreprise comme chez nous, comme EDS, par exemple, où est-ce que tu as 1500 développeurs, mais une journée, un man day, de 1500 personnes pour installer Studio, sais-tu que c'est de la performance, c'est du temps perdu en maudit, là, OK? C'est des coûts. Ça a l'air de rien, mais c'est des coûts, là. Puis là, j'ai-tu installé la bonne affaire dans le bon ordre? Parce que là, je suis plus capable d'installer pour telle raison. Là, ils vont perdre plus de temps encore, OK? C'est des installations qui deviennent fragiles. Et difficiles à maintenir à mesure que ça s'en va. Tandis que, bon, là, ils ont rajouté plein de cossins en 2008. Là, on n'a pas parlé des affaires de IDE, tout ça, parce que t'as fait un show là-dessus. Mais toutes ces affaires-là, maintenant, qui sont amalgamées dans le produit, tu l'installes une fois, puis t'as tout. OK? Il y a des Power Tools pour 2008 aussi, OK? Qui sont sortis après pour particulièrement modifier les systèmes de travail, tout ça. Donc, il y a des choses là-dedans qui étaient dans la version 2005, qui n'ont pas été intégrées dans la version 2008. Donc, il fallait quand même qu'on fasse le produit pour les Power Tools. Puis, il va y en avoir d'autres Power Tools avant que la version Rosario sorte. Mais ça reste que il y a beaucoup de choses qui ont été amalgamées dans le produit que si on veut pas les Power Tools, on est quand même correct là. Tu sais qu'on les a dans le produit. Donc ça vaut la peine. Écoute, si le monde demande ça vaut-il la peine de le faire, absolument que ça vaut la peine de le faire. Juste les fonctionnalités d'IDE qu'il y a pour JavaScript et tous les cossins qu'il y a dans l'IDE là, sans qu'on aille dans TFS, là, ça vaut la peine d'aller à 2008, le Visual Studio là, je pense. Absolument. Ouais. Puis là, si on prend toutes les nouveautés qu'il y a du côté serveur dans TFS, il y a énormément de bonnes raisons d'y aller. Étienne, je t'entends parler que ça vaut la peine de migrer notre serveur 2005 vers 2008. Nous, on a reçu une question pour toi d'un de nos auditeurs qui nous disait, puis c'était un auditeur qu'on a déjà eu même comme invité. Mais oui, Karel Saint-Marie de la compagnie Brain Bank à Montréal. Puis, grosso modo, ce qu'il disait, c'est, moi, j'aimerais ça poser des questions. Est-ce que je peux vous envoyer par email une question? Là, c'est comme, ben oui. Alors, Puis, quelle est la question? Ben oui. La question est la suivante, Étienne. Nous sommes dans un environnement Visual Studio 2005 et TFS 2005. Nous pensons upgrader nos stations de travail à Visual Studio 2008, donc les postes de travail. Est-ce que nous devons nous attendre à des problèmes si nous continuons à utiliser TFS 2005 pendant quelque temps?
ou est-ce qu'on va avoir des fonctionnalités qui vont être réduites? C'est une excellente question et puis une chance que Microsoft a pensé à ce scénario-là. Parce que je vais te dire, chez nous, chez EDS, nous, aussitôt que Visual Studio 2008 est sorti, c'est-à-dire en novembre l'année passée, nos développeurs aguerris, ayant tout accès à MSDN, se sont tous lancés sur MSDN pour télécharger la dernière version de Visual Studio et l'installer. Évidemment, parce que ça a toutes plein de nouveautés que tu as parlé, JavaScript debug, toutes ces choses que quand on travaille au jour le jour en développement, on est là, on veut tout avoir ces fonctionnalités-là. Puis évidemment, nos serveurs TFS sont pas encore migrés à 2008. On est en train de planifier la migration, tout ça, ça va arriver prochainement, mais... Là, Étienne, tu parles longtemps, c'est-tu parce que la réponse que tu vas donner, c'est une mauvaise, tu sais, c'est comme un politicien qui parle, parfait, qui dit, non, ça marchera pas, ou bien... en fait, j'amène le sujet à dire que les grosses entreprises, si ce scénario-là n'était pas supporté, on aurait eu beaucoup de problèmes. Donc, la réponse, puis on en discute, je continuerai d'expliquer après, c'est oui, il n'y a pas de problème à faire ça. Donc, on peut utiliser un client 2008 sur un TFS, la partie serveur, là, Team Foundation Server, 2005. Oui, on peut aussi installer, j'imagine que tu en avais parlé, on peut installer 2005 et 2008 en même temps sur le même poste. Oui, okay. Fonctionne côte à côte. Côte à côte, sans problème. Vous parlez de Visual Studio. De Visual Studio. L'outil client. Ouais, on peut pas installer TFS sur le même poste. Non. Mais on peut installer la portion client. Donc, si on veut garder notre Studio 2005 pour dire, tu sais, des fois qu'on a besoin, on peut le garder avec Team Explorer 2005. Si on installe Visual Studio 2008, il faut mettre Team Explorer 2008 pour que ça fonctionne ensemble. Team Explorer 2008 et Team Explorer 2005, donc, se branchent sur serveur 2005 et se branchent sur serveur 2008. Vice-versa. Donc, si on a un TFS, on a un Team Explorer 2005, est-ce qu'on peut se brancher sur serveur 2008? Oui, on peut. Et puis, Team Explorer 2008, évidemment, se branche sur serveur 2008 sans problème. Donc, il y a une relation cross là qui se fait de toutes les versions. Que tes clients soient en 2005 ou 2008, tes serveurs soient en 2005-2008, ça va toujours se brancher. Ça va toujours se brancher. Ce qu'il faut juste dire, c'est qu'il y a... Il y a des fonctionnalités réduites. Donc, la question, c'était, est-ce qu'il va y avoir des fonctionnalités réduites à la fin, là? Donc, si on a... comme eux autres, les clients vont être 2008 puis serveur 2005, ils ont aucune fonctionnalité réduite du côté serveur. Non, parce que les nouvelles fonctionnalités sont en 2008. Donc, mais sont réduites dans l'esprit que si tu as Visual Studio 2008 avec Team Explorer 2008, tu dirais, hey, je veux QA des builds. Tu pourras pas. OK? Donc, les fonctionnalités de 2008, ils vont être disponibles dans ton Visual Studio 2008, mais tu pourras pas les utiliser avec ton serveur parce que ton serveur ne le supporte pas. Mais quand tu vas upgrader ton serveur, toutes les fonctionnalités vont s'allumer. OK? Donc, c'est ça. Donc, c'est surtout les fonctionnalités Team Build qu'il y a là, OK? Parce que Annotate va fonctionner, FolderDiff va fonctionner, on va avoir donc les métriques tout va marcher, l'offline support, donc tout ça, ça fonctionne. La partie client devrait marcher, c'est la partie serveur qui sera pas capable de... Surtout la fonction de Team Build fonctionnera. Donc, on peut pas, par exemple, déliter des builds, tout ça, ça marchera pas parce qu'on se connecte à un build 2005. OK? Mais donc, c'est ça. J'espère que ça répond à ta question. Puis moi, ça m'amène à lancer l'invitation à nos autres auditeurs parce que les gens qui suivent nos émissions, souvent se disent « Ah, ça c'est un sujet qui m'intéresse, puis j'ai telle question, tel propos que j'aimerais savoir. » N'hésitez pas, faites comme Karel. Puis même pour vous simplifier la vie, nous on a toujours dans le coin droit sur le site web découvrir les détails des prochaines émissions. Puis là, on a en dessous la liste des gens qui s'en viennent. Mais on va rajouter un petit bouton questions. Donc, vous avez juste à cliquer là, puis ça vous ouvre tout de suite automatiquement votre email pour nous envoyer une petite question avec les bonnes adresses email et tout. Puis, donc, envoyez-nous des questions en disant, pour cette prochaine émission de telle personne, voici. Puis nous autres, on va se faire un plaisir des demander à nos auditeurs. Ou si à moins qu'on les ait déjà couverts, c'est sûr qu'on fera pas du doublage, pas rien. Mais donc, nouveauté, on va commencer ça au talk show. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des questions. Étienne, la formule habituelle, c'est qu'on termine toujours nos entrevues en demandant à notre invité s'il y a un site web, en tout cas quelque chose qu'il veut partager avec nos auditeurs. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose, comme je te dis, ça peut être un livre, n'importe quoi, quelque chose qui te vient à l'idée comme ça? Mario, je sais qu'on est en train de discuter de faire un groupe d'intérêt pour Visual Studio Team System. Donc, aller vraiment dans les détails de Team System, puis aller plus loin que
juste les fonctionnalités, mais comme les bonnes pratiques. Donc, tu parles de groupe usagé. Un groupe usagé à Montréal. Un groupe d'usagers à Montréal qui serait un peu un dédié à Team System. Dédié à Team System, qui ferait partie de notre groupe, mais qui serait juste un groupe d'intérêt, là. Un autre groupe d'intérêt, parce qu'on a déjà un groupe d'intérêt sur SQL, on a déjà un groupe d'intérêt d'architecture que je connais bien. On a aussi ce qu'on pourrait appeler un groupe d'intérêt qui est Visual Studio, le produit lui-même, mais là, on est en train de, en tout cas, on va vous tenir au courant, on va vous tenir au courant. On est en train de travailler fort là-dessus. Puis j'aimerais rajouter une autre affaire pour mon ami Frank Tanguay. J'ai utilisé C# 3 hier sur mon projet, puis j'ai commencé à utiliser les expressions lambda, puis j'ai réussi à faire du code en une ligne. Il serait fier de moi. Ça, c'est un petit insight. OK, ben écoute, nous, on fait la pause et on va revenir avec les actualités. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention cette semaine? En fait, quelques petites choses, comme par exemple Windows Server 2008, qui est maintenant disponible, donc qui est RTM, Release to Manufacturing, donc qui est disponible pour les downloads. Mais c'est sûrement pas la nouvelle qu'on a plus vue dans les médias cette semaine. Non. Yahoo! Microsoft qui tente d'acheter Yahoo qui dit non, veut faire monter les enchères, tout ça. Donc là, c'est évidemment, c'est la grosse nouvelle là que vous avez pu voir partout aux nouvelles, aux informations, même des gens qui savent pas de quoi qu'ils parlent, qui commentent là-dessus. Mais je pensais bon. que c'était un critère. Le moins que t'en sais, plus tu peux commenter. C'est pour ça que nous autres, on commente sur tout. Non, ça, c'est un journaliste. Ouais, ok. Bon. Donc, oui, Windows Server 2008 qui est disponible maintenant. Le produit est disponible pour téléchargement. Est-ce que tu l'as téléchargé, Étienne? Je l'ai téléchargé. J'ai même installé le TFS 2008 sur serveur 2008 pour valider que ça fonctionnait. 32 bits, 64 bits? 32 bits. 32 bits. Puis je veux juste rajouter aussi par rapport à ça, le SP1 de Vista est aussi sorti en même temps. Et puis ils ont releasé ce manufacturing en même temps parce que en installant le Service Pack 1, on monte le kernel de Vista au même niveau que le kernel de Server 2008. Sauf que le SP1 de Vista va seulement être disponible pour downloader à partir du 18 mars, selon le niveau. Toi, bon, chez ETS, vous êtes partenaire privilégié, donc j'imagine que c'est pour ça que tu l'as eu avant, Étienne. Oui, il est disponible. Puis là, je parle pas de façon illégale sur les torrents. Non. Mais il y a façon d'aller le chercher direct dans Windows Update. Absolument, mais ce qui veut dire qu'en sortant le 18 mars, en fait, il va être disponible dans Windows Update, Windows Download le 18 mars, et pas avant dans MSDN. Ou dans TechNet. Donc là, il y a beaucoup de firmes, beaucoup de techniciens qui sont un petit peu mal pris dans le sens, le produit va être disponible, le SP1 va être disponible pour tout le monde en même temps. On n'aura pas eu la chance de tester avant qu'il sorte. C'est sûr qu'il y a une version bêta, il y a une version RC qui est sortie, mais je pense que Microsoft va céder un petit peu puis va l'offrir. Il est déjà disponible sur Connect, en fait. Tout le monde qui était bêta-testeur sur Connect. Oui, mais il faut être non, je suis d'accord. Non, mais en général, une équipe de support. Ouais, mais en général, ce monde-là, ils sont sur Connect déjà. Non, ils sont pas nécessairement sur Connect. Peu importe, mais t'as raison, mais il y a une raison pourquoi ils font ça. Tu sais pourquoi? C'est quoi la raison? J'aimerais bien ça la savoir. Ah, tu sais pas? Ben, la raison, c'est parce que ils ont des problèmes avec des drivers. Dans le SP1, et puis il faut qu'ils travaillent avec les manufacturiers ces drivers-là pour que ils règlent le problème avant qu'ils réalisent le SP1 parce que... Pas des compagnies comme Nvidia, peut-être? Peut-être bien, Mario. Et ce qui arrive, c'est que quand tu installes le SP1, le driver fonctionne plus. Faut que toi, en tant qu'usager, tu le désinstalles, tu le réinstalles à partir de SP1, puis là, ça fonctionne. Mais le problème, c'est quand tu installes le SP1, ça désable ce driver-là. Donc, c'est une problématique pour les clients. Donc, ils ont dit, on va travailler avec les vendeurs de drivers pour qu'ils mettent leur driver à jour. Comme ça, quand on va installer le SP1, la première chose qu'il va dire, c'est va chercher tes drivers, mets tout à jour. Quand ils vont être tout à jour, là, mets le SP1, puis tu vas être correct. Donc, ils ont décidé, on le réalisera pas au monde pour pas qu'il y ait du monde qui dise ah là là, c'est là. Donc, ils essayent de faire le mieux pour les clients.
OK, j'entends ce que tu dis, puis c'est ce qui se passe sur le net actuellement. Le monde sont là. Donnez-nous-le, si ça brise, on va s'arranger avec. OK? Donc puis je comprends. Écoute, moi, aussitôt que c'est sorti, j'avais accès rapidement, je l'ai appliqué tout de suite. Parce que évidemment, ça règle beaucoup de problèmes. On le sait, on roule tout Vista ici, puis on a besoin de plus de performance possible. Puis avant le SP1, ben il y avait des petits problèmes, puis qui sont réglés plus ou moins avec le SP1. Écoute, il y a toujours des bugs dans des OS. Écoute, c'est un OS monstrueux, Vista. Et puis, c'est drôle parce que j'entends plein de monde chialer. Ah, Vista, je veux rien savoir de ça. Je veux retourner à XP, tout ça. Puis, ça me rappelle le même débat qu'on avait quand XP est sorti, puis tout le monde roulait à Windows 98, puis il roulait des jeux sur 98, puis disait « Hey, allez pas à XP parce que vos jeux marcheront plus, puis tout marchera pas. » Puis ça a pris une bonne année avant que XP devienne la base, que tout le monde disait « OK, c'est ça qu'il faut prendre, puis tout ça. » Donc, puis qu'est-ce qu'il y avait la grosse problématique avec XP? Les drivers. Fait que là, on est rendu à Vista, 5 ans plus tard, même affaire. Le monde allait pas à Vista, ça marche pas, Reste à XP. Il y a toujours une espèce d'année, là, l'année que tu décris, là, où il y a un ajustement. Donc, puis souvent, on attend le premier Service Pack pour que ça règle beaucoup de problèmes avant d'y aller. Donc, moi, je pense que cette année, ça va être une meilleure année pour Vista. Puis on va voir ça, là, à partir de quand les OEM vont commencer à vendre, comme Dell va commencer à vendre avec SP1 intégré, là. Effectivement. Ça va être mieux. Effectivement. Guy, t'es quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui touche la téléphonie. Ben en fait, Windows Mobile en général, là, je suis un petit peu qu'est-ce qui se passe, puis présentement... Plus que suivre, t'étais un vrai techie, tu t'achètes des bébelles, t'es toujours avec le téléphone, le dernier... Oh, ben, pas nécessairement le dernier, là, mettons... juste l'avant-dernier. L'avant-dernier, disons. Puis en fait, il y a une conférence sur la mobilité qui a lieu présentement en Europe, puis il y a eu beaucoup d'annonces au niveau de mobilité avec Windows Mobile. En fait, Sony Ericsson a annoncé qu'ils allaient sortir leur premier téléphone qui va utiliser Windows Mobile. Donc, c'est surprenant de la part de Sony Ericsson de supporter Windows Mobile parce que bon, ils ont des parts dans Symbian qui est leur OS là. Donc puis l'interface est drôlement ressemblante au iPhone, hein. Ah ouais, c'est mobile, c'est Windows Mobile en arrière, mais en avant il y a des petites icônes à l'iPhone. On dirait que Microsoft donne plus de lousse d'espace pour que les fabricants d'appareils mobiles ou de téléphones puissent adapter un petit peu l'OS. En parlant de fabricants de téléphones, il y a un fabricant qui s'appelle Danger aux États-Unis qui ont créé le fameux Sidekick. Oui, qui est commercialisé par T-Mobile aux États-Unis, qui est un appareil qui est assez intéressant, mais qui fonctionne pas sur Windows Mobile. Par contre, Microsoft a annoncé son intention d'acheter ce fabricant de téléphone-là. Donc, on va peut-être voir des innovations au niveau de Windows Mobile, bon, peut-être pas demain, mais peut-être dans un an ou... Donc, c'est intéressant de voir que Microsoft rapproche beaucoup le hardware de leur solution maintenant parce que c'était une compagnie qui était beaucoup, on fait des softwares, on donne à nos partners, puis les autres vont l'adapter pour leur hardware. C'est vraiment surprenant qu'il y ait une compagnie qui développe des téléphones. Parce que regarde, ils vont développer un téléphone, ils développent le Zoom, donc un modèle à l'iPod, ils développent le Xbox, ils vont développer la Surface. Donc, il y a beaucoup de hardware là qui commence à être... c'est intéressant. Des souris, des claviers. Ça a toujours été. Là. Mais c'est intéressant parce que ça reste... on va voir peut-être plus un lien fort entre un device puis le logiciel qui va aller dessus. En fait, il y a aussi une annonce qui m'a vraiment étonné. NVIDIA a annoncé un appareil mobile. En fait, pas un appareil en tant que tel, mais une plateforme pour les appareils Windows Mobile. En fait, ils ont développé un CPU ou un processeur qui va permettre de rouler du 3D, de faire de regarder de la vidéo avec très peu de consommation au niveau de batterie, de sorte que tu vas pouvoir regarder 10 heures de vidéo, bon, c'est les specs là, qui ont publié, 10 heures de vidéo à la fois. Puis faire de la 3D, donc j'imagine des jeux plus performants qu'on va retrouver sur nos appareils mobiles éventuellement. Puis en parlant d'NVIDIA, tu sais qu'ils ont aussi acheté l'engin PhysX.
la compagnie Aegis, je pense, qui fait un engin de physique. Mhm. Et puis la compagnie Nvidia a acheté cet engin-là. Donc c'est une carte vidéo, pas une carte vidéo, mais c'est une carte que tu rajoutais dans un slot PCI. Puis c'est surtout, il y a à peu près une quarantaine de titres là, de jeux qui prennent compte de cette, comme par exemple, je me souviens, comme par exemple Call of Duty, tout ça, qui prennent quand les objets explosent, des bombes, tout ça, ça s'en va, c'est envoyé à cette carte-là pour calculer donc les particules, tout ça. Donc là, Nvidia se met dans un marché intéressant parce que en achetant cette carte-là qu'ils vont potentiellement intégrer dans leur prochaine carte vidéo. Là, tu vas avoir un engin physique, un engin graphique dans la même carte qui va être intéressant parce qu'ATI, évidemment, ben ils sont branchés avec AMD, ils sont un petit peu en arrière de la coche avec ça. Là, fait que ça fait surtout pour les gamers, là, ça va faire une carte intéressante. Là. Donc, c'est les nouvelles les actualités de cette semaine. Qu'est-ce qui s'en vient au groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, justement? En fait, le lundi 18 février... C'est bientôt, ça? Oui, c'est très bientôt. On va voir Marc Gagnon qui va nous parler de concepts d'entrepôt de données et applications décisionnelles du BI. Tout à fait. Et puis, Marc travaille avec toi à la Caisse de dépôt, je pense. Hein? Puis il connaît beaucoup d'expérience en C'est conception. un expert à ce niveau-là. Fort intéressant. Puis, tu te faisais un petit insight tout à l'heure pour François Tanguay. Ben, François et Éric Renaud vont être nos prochains présentateurs aussi au groupe utilisateur 3 mars. Le 3 mars, ils vont nous parler de Windows Communication Foundation, donc une intro à WCF. Qu'est-ce que c'est WCF? C'est quoi les concepts? Puis j'imagine, en connaissant nos deux amis, François et Éric, qui vont, même si c'est une intro, qui vont nous parler de concepts avancés aussi. C'est le défi, là, on leur donne des défis. Le 10 mars, ben, il y a Rod Paddock, qui est l'éditeur du Code Magazine, qui revient nous visiter, Ben comme oui. il fait tous les ans. Il nous paye sa visite annuelle. Rod, qui est l'éditeur du magazine Code, qui demeure à Seattle. Pas loin de Microsoft. Donc, il va faire sa tournée pan-canadienne, Montréal, Ottawa, Toronto, au début de mars. Donc, on va l'avoir le 10 mars. Tu parles de Toronto, qui, pour ceux qui sont dans la région de Toronto, il y a un Code Camp le 1er mars, auquel je vais participer d'ailleurs. Je vais aller faire ma présentation sur les cohésions et le couplage. Donc, si vous êtes dans le coin, là, inscrivez-vous. C'est gratuit, hein, les Code Camp, donc c'est toujours une activité plaisante. Nous, on a eu une note l'automne dernier. Donc, Ouais, absolument. Ça fait le tour, hein, je pense, des activités du groupe utilisateur. Absolument. Écoute, Étienne, on te remercie encore. Ça fait plaisir, les gars. Toujours plaisant avec toi de discuter de TFS, Team Foundation Server et de Visual Studio. Puis, écoute, nous, on donne rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines, donc à la fin du mois de février. Donc, d'ici là, on vous souhaite bonne programmation. Merci, au revoir. Visual Studio Talk Show.